Bonjour à toutes et tous, bonne année 2025, très heureux de vous retrouver pour ce 19e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. 4 séries au programme aujourd'hui qui explorent à leur manière les jeux du pouvoir et de la violence. Jeux d'espions et d'apparence dans Black Doves, rapport de force et d'influence qui se ressemblent, que ce soit sur l'élégante planète Salusa Secundus dans Dune Prophétie ou dans les bas-fonds de Gotham City avec le pingouin, et bien sûr, jeu de la mort physique et sociale dans la 2e saison de Squid Game. J'ai le plaisir d'être accompagné pour cette émission par une saisonnière et 3 saisonniers. Benjamin Campion, journaliste et enseignant en cinéma, membre de la rédaction de Saison, dont le dernier livre s'intitule Histoire sexuelle des séries américaines. Il est sorti chez Leitmotiv. Bonjour Benjamin. Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Benjamin Faux est avec nous aussi, journaliste au Point Pop, également membre de la rédaction de Saison et co-auteur du dictionnaire des séries aux éditions Philippe Ray. Bonjour Benjamin. Bonjour. Audrey Fournier, journaliste et critique séries au journal Le Monde et chroniqueuse au Cercle Séries sur Canal+, est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Et c'est le retour de Gilles Verviche, philosophe, comédien et essayiste qui a publié récemment Stranger Philo, comprendre la philo avec Stranger Things chez Flammarion. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. On commence avec Black Doves, série britannique de Joe Barton, à qui l'on devait notamment The Lazarus Project. Ici, c'est une série d'espionnage avec Keira Knightley et Ben Whishaw, que l'on connaît sous le nom de Q dans un autre univers célèbre d'espionnage. Série disponible sur Netflix, qui l'a coproduit. Qui commence, Audrey, peut-être série plaisir, enfin voilà, on avait déjà eu des choses comme ça récemment, voilà, mais on continue sur cette veine du binôme d'espions charmants. Oui, tout à fait. Alors même avant d'être une série sur un binôme d'espions, c'est une série de Noël. Et ça, c'est quand même beau de voir se développer avec les années une tradition non plus du film de Noël. Keira Knightley en a incarné un et elle continue de l'incarner très fort, c'est Love Actually, qui est un film que je trouve extrêmement mal vieilli. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et moi, j'ai regardé cette série voilà, pendant les vacances, pendant que j'étais en train de faire mes paquets cadeaux. J'avais pas à écrire dessus. C'était une autre personne au monde qui avait écrit dessus. Donc, c'était vraiment purement pour le plaisir. Et c'est exactement ça. C'est la série de Noël, plaisir, qui a été beaucoup mise en avant par Netflix, même jusqu'au matraquage. Donc, au bout d'un moment, c'était compliqué de résister. Ce que j'ai aimé, c'est déjà le dédain total pour toute cohérence dans cette histoire d'espion. Ça commence par l'assassinat de l'amant de Keira Knightley, dont on va comprendre qu'elle est elle-même une espionne, alors pas à la solde d'un pays, mais à la solde d'une organisation privée qui travaille pour le plus offrant. Elle est mariée à un politique britannique avec qui elle a eu des enfants. Elle vit une vie très rangée, ça l'emmerde apparemment. Et donc, elle cultive cette activité à côté. Et l'assassinat de son amant va déclencher une série d'événements que j'ai absolument pas compris et ça n'a absolument aucune importance parce que l'importance, c'est le nombre d'hectolitres versés et surtout le nombre de cadavres qu'elle va laisser sur son passage. En revanche, ce qui est très, très intéressant, c'est le moment où va arriver dans l'histoire le personnage joué par Ben Whishaw, qui est un acteur que j'aime énormément. Et là, tout à coup, on a 2 héros romantiques. Keira Knightley, moi, plus que dans Love Actually, moi, je me souviens d'elle pour Orgueil et Préjugés, dans cette très belle adaptation dans laquelle elle jouait une des sœurs Bennett. Et pour moi, Ben Whishaw, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'a découvert dans Bright Star, qui est un très, très beau film de Jane Campion, où il jouait le poète John Keats. Et pour moi, c'était plutôt cet alliage-là que j'ai trouvé très plaisant. C'est l'alliage de 2 héros romantiques qu'on a vu dans plein de rôles différents depuis. Alors Ben Whishaw avec une carrière extrêmement solide, à la fois au cinéma et à la télévision. Il était dans une série fantastique sur Canal+, qui s'appelle This is Going to Hurt, où il joue un obstétricien. Keira Knightley, je trouve qu'elle a une carrière un tout petit peu plus en demi-teinte. Et la série choisit de raconter une histoire d'amitié entre eux et pas une histoire d'amour. Et ça, j'ai trouvé ça, je trouve que ça donne une sève particulière, quelque chose de très Noël, de très joli, qui va donner une espèce de romantisme amical à cette série que j'ai trouvé, en tout cas, un peu au-dessus du lot des séries opportunistes de Netflix, très plateforme, comme Netflix nous en sert assez régulièrement. C'est chapeau melon et bottes de cuir, Benjamin Campion.
Je sais pas. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, Audrey, c'est vrai que c'est une série qui nous amène souvent à aller chercher ce qui se passe ailleurs, quoi. Et c'est un peu le problème souvent des séries Netflix, c'est qu'on pense à des tas de choses, on a des tas de références, on voit des acteurs, on voit une série d'espionnage. Moi, j'ai envie de dire, c'est une série de Netflix, mais britannique. Alors, je le dis de manière un petit peu provoque, mais c'est-à-dire qu'il y a tous les atours de la série Netflix, et en même temps, c'est un peu au-dessus du lot, comme tu l'as dit, Audrey, parce que c'est une série britannique, parce qu'il y a des acteurs de renom qui ont de l'expérience qu'on a déjà vu et qui ont. Il y a aussi Sarah Lancashire, donc on a vu aussi, enfin voilà, qui est une actrice british typique, donc des acteurs de grande qualité. Mais le problème, c'est que ce type de série, en fait, moi, j'en attends plus, quoi. On est toujours frustré. C'est assez tiède. Hein. Tu parlais de peu de séries de Noël. Moi, je suis pas trop à aimer justement les films de Noël et tout ça. Je trouve ça un petit peu guimauve. Et j'attends plus, quoi. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est la série d'espionnage by the book. C'est-à-dire que ça respecte vraiment les règles, les codes du genre d'espionnage. Alors, il y a des couvertures, il y a des noms d'emprunts, il y a des vies secrètes, il y a des disques durs qui sont planqués, qu'il faut aller chercher, décrypter, etc. Et puis, on ouvre des tiroirs les uns après les autres. On l'a déjà vu 1000 fois et finalement, il y a pas ce supplément d'âme qu'on peut trouver, par exemple, chez un John le Carré, où voilà, où il y a quelque chose en plus, quoi, où il y a un côté un peu méta, c'est-à-dire qu'on travaille le genre en lui-même. Là, je trouve que ça applique les règles et c'est assez programmatique. Hein. J'ai noté quelques petites phrases. Hein. Donc, Sam, promets-moi de protéger ma famille. Donc, ça, c'est le personnage de Keira Knightley qui lui dit ça. Et de me protéger moi. Je dois trouver le mobile et l'assassin pour pouvoir venger mon amant, comme bon me semble. Donc là, elle déroule un programme, quoi. C'est un programme de scénariste. Hein. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce que j'attends de toi. On assigne à chaque personnage leur rôle et puis on déroule. Donc moi, ça me frustre un peu, même si la série essaye de se donner une dimension, une ampleur, une dimension internationale aussi. On voit qu'on passe par différents pays, par différents endroits. Il y a tout un travail formel qui est intéressant sur des flashs mémoriels, qu'on voit des images, des réminiscences de justement ces histoires d'amour. Donc le passé, en fait, on entre dans cette série in medias res et ensuite la série va travailler à combler le passé et les informations qui nous manquent. Donc en fait, on va travailler à nous informer. Donc nous, on arrive en retard en tant que spectateur par rapport au personnage. Et ensuite, la forme va combler ce retard progressivement. Donc c'est toujours intéressant. On est en quête d'informations sans cesse sur le déroulement. Mais je dirais que ça va pas plus loin, quoi. C'est ça qui est assez regrettable. Audrey. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que non seulement je n'ai pas compris l'intrigue, et puis surtout, je m'en fiche complètement. C'est-à-dire que pour moi, cette intrigue d'espionnage géopolitique ne me dit rien du monde dans lequel on vit, ne me projette dans rien. Je suis complètement d'accord. L'intérêt de la série, c'est vraiment purement ces acteurs-là, quoi. Ces acteurs-là, c'est ce couple qui se forme peut-être presque malgré la série. Je suis même pas sûre qu'ils aient tablé vraiment là-dessus. En tout cas, sur cette énergie qui se dégage entre les deux acteurs. Effectivement, c'est pas du tout une série qu'il faut regarder pour. C'est absolument pas James Bond, absolument pas. Le problème, c'est qu'il y a tellement vas-y, Benjamin. Non, juste pour ajouter une phrase, c'est qu'il y a tellement profusion de séries aujourd'hui que c'est vrai qu'on devient exigeant et dans la sélectivité qu'on peut avoir, ce genre de série pour moi est assez vite écarté. Alors c'est un format, c'est court encore une fois, c'est toujours l'idée de regarder ça, de binger comme on dit, de regarder ça assez vite. Mais c'est vrai que dans les attentes qui peuvent être les nôtres en tant que entre guillemets spécialiste de série, c'est vrai que ça retient pas plus que ça l'attention par rapport au flot de production que peut lancer Netflix, même si on va dire que c'est dans le premier tiers en termes qualitatifs. Gilles Verviche. Oui, alors moi je suis moins spécialiste puisque je fais de la philo, mais moi j'ai été plutôt agréablement surpris. C'est vrai que avec le temps, j'en ai pas retenu grand-chose. Alors ça va peut-être dans votre sens. Par contre, j'ai eu un vrai plaisir à le regarder, une vraie bonne surprise. Quand j'ai commencé le premier épisode, je m'attendais un peu à voir effectivement le flow habituel des séries Netflix, c'est-à-dire avec Ryan Reynolds. Hein, c'est toujours les mêmes trucs là qui ressemblent à rien. Blake Lively sans doute, puisque voilà. Et puis et en plus, j'aime pas trop Keira Knightley. Donc à part dans Orgueil et Préjugés, j'ai toujours trouvé qu'elle jouait un peu mal. Notamment dans le David Cronenberg Dangerous Method, là où elle fait la malade, la patiente de Freud, là où elle joue la folie comme dans un cours de théâtre, etc., etc. Bon bref. Et là, j'étais d'abord agréablement surpris par elle. J'ai trouvé que
physiquement, en prenant un peu de maturité, je trouvais qu'elle était plus présente. J'ai été assez bien surpris par son jeu. Effectivement, l'intrigue politique, on s'en fiche. J'aime aussi beaucoup Sarah Lancashire, que moi j'ai découvert il y a pas très très longtemps, mais dans la série Happy Valley, très anglaise. Elle fait une flic, une policière là sur 3 saisons, dont la troisième s'est faite 10 ans après la saison 2. Enfin, mais c'était une très très bonne série. Et puis effectivement, moi j'ai bien aimé effectivement les personnages sur la construction des épisodes, comme Benjamin en parlait un petit peu. Effectivement, ce qui est pas mal, c'est d'avoir des personnages qui ont l'air secondaires. Et puis au début d'un épisode suivant, on va les suivre un peu plus. Enfin voilà, il y a une sorte, tu vois, ça fait penser un peu à la construction de Pulp Fiction, là où tu vois des personnages, puis après il y a un genre de petit flashback, et puis des personnages qui nous paraissaient très secondaires en fait. On les voit vivoter pendant un demi-épisode. C'est les personnages qui sont construits plus que l'histoire, effectivement. Moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup le couple de tueuses qui donne un côté humoristique à la série. Il y avait un côté Snatch, le film avec Brad Pitt, là. Tu sais, la petite touche d'humour, comme dans justement les Shakespeare, là, anglais, ou tu vois, dans Henri V, où tu as les Français qui sont humoristiques, pendant que tout est une tragédie, sauf ces personnages-là. Donc, c'est les deux personnages qui viennent rajouter un peu d'humour, beaucoup même, hein, un ton complètement décalé. Je trouve que les scènes sont très bien écrites avec elle. La blonde, l'actrice, comment elle s'appelle, l'actrice Ella Lily Island, voilà, elle s'appelle, que je l'ai. J'ai mes antisèches, mais voilà. Non, moi j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs qui avaient l'air de se faire plaisir eux-mêmes comme un film de Noël. Et puis plutôt bonne surprise. On pense effectivement éventuellement à La Totale, tu sais, le film français qui a été adapté dans True Lies, effectivement. Donc c'est plus un jeu d'acteurs. Moi j'ai vraiment j'ai eu une bonne surprise. Et effectivement, le personnage du tueur à gages qui est son meilleur ami là, qui est joué donc par Ben Whishaw, effectivement, qui est un peu l'anti-Léon, quoi. C'est-à-dire que il est très sensible, il est amoureux, il est homosexuel. C'est pour ça qu'on sait que c'est un peu une histoire d'amour entre eux, voilà. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il sacrifie à peu près tout pour son amour, voilà. Voilà. Et donc il y avait Alors c'est vrai que les litres de sang, du coup, on voit pas ce qu'ils viennent faire dans l'histoire, parce qu'il est il est très sensible en amour, et puis après il va t'exécuter 3 personnes, dont un ado comme ça, sans sourciller. Et puis après il retombe dans les bras de son amant. Il est très très hypersensible. Enfin, c'est un personnage assez voilà. Mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Alors Benjamin parlait la dernière fois du mélange des genres, entre l'humour, le drame, etc. Quand on sait pas trop sur quel ton on nous parle. Là, c'est l'impression que ça m'a faite, mais avec plaisir, en fait. Voilà, j'ai aimé la dose de un peu de tout qu'il y avait dans la série, quoi. Benjamin Campion. Oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a un humour très très british et des ruptures de ton qui sont intéressantes. On passe d'une violence extrême à un humour pince sans rire, et puis à des trivialités familiales. Donc, c'est toujours le jeu du mélange entre le privé et le professionnel. C'est-à-dire que le tout se croise, et on peut passer de banalités extrêmes à des scènes de meurtre, de filature, de poursuite, et donc le croisement des deux donne de la trivialité aux enjeux les plus forts, et inversement. Donc ça, je trouve que c'est bien traité. Cette porosité entre privé et professionnel, et puis il y a une certaine forme de crudité aussi. C'est plus démonstratif que la série, encore une fois, Netflix américaine mainstream, pour le mettre des grosses étiquettes. On voit un peu de sexe gay, il y a du sang qui gicle, des meurtres sans sommation, il n'y a pas de blabla par moment, c'est bim bim. Donc oui, c'est assez pulpy de ce point de vue-là, et je trouve que c'est plaisant. Et encore une fois, je peux pas m'empêcher en fait de penser que c'est dû au fait que ça soit une série britannique, quoi, et qu'il y a vraiment un cachet de production, parce que là, en fait, on dit toujours une série Netflix, mais la série, avant d'être distribuée sur Netflix, elle est une série d'un pays,
d'une méthode de production donnée. Et là, on voit bien que c'est une série qui est créée, qui est fabriquée par des gens qui savent faire ce type de production en Grande-Bretagne, et ça se sent à tout instant. Donc ça, c'est vraiment la plus-value, je dirais, de cette série. Mais il manque une vision, il manque une inspiration, une intuition pour nous emmener plus loin et pour dépasser le cadre de la commande d'une bonne série, d'une série très raisonnable, très respectable d'espionnage, quoi. C'est vrai que c'est pas long en bouche, hein. C'est pas long en bouche, effectivement, c'est un peu, voilà. Bon, c'est une série apéritive. Benjamin Faux, j'imagine que tu te retrouves dans des choses qui ont été dites, hein. On entre par l'espionnage et on reste pour le charme des comédiens et des personnages. Bah oui, c'est ça en fait. Tout a été dit quasiment, je pense. J'ai pas grand-chose à rajouter, mais je voudrais juste quand même dire sur l'histoire effectivement d'une série qui ne parle pas du monde actuel. Je voudrais juste souligner quand même que l'organisation Black Doves, c'est une organisation qui est là pour le commerce des secrets industriels, je crois. Donc ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent gagner du pognon, donc c'est bien dans l'air du temps, quelque part. On peut pas faire plus dans l'air du temps. Et ouais, voilà, donc c'est une série de vacances. Ce qui m'a fait plaisir, c'était une série d'espionnage qui aime ses personnages et qui nous les fait aimer et qui est bien écrite là-dessus. Il y a eu un effort sur les scènes d'action, mais personne ne s'en rappelle. Enfin, on les a vues, mais elles sont passées, voilà. Mais par contre, les personnages, on s'en rappelle. Il y a des scènes d'humour dont on se rappelle. On parle des seconds rôles qui sont travaillés également. Enfin voilà, ils sont super attachants. Le personnage de Ben Whishaw, son métier, c'est de tuer des gens, et pourtant à la fin, on est avec lui, mais à 100%. Il y a des moments où on est à ses côtés. C'est pas dans Le Pingouin qu'on verrait ça, par exemple. Donc voilà, pour moi, c'est un thriller effectivement qui est assez générique, c'est un thriller de divertissement, mais c'est très bien fait. C'est pas Slow Horses, on en parlera plus tard, mais c'est une autre histoire. Mais c'est un bon divertissement d'espionnage, bien écrit et avec un focus sur l'écriture des personnages qui m'a bien fait plaisir. Merci. On va passer à la deuxième série qui nous intéresse, Dune Prophecy, série américaine produite par Legendary TV et disponible sur HBO Max en France. Les showrunners sont Alison Shapker, qui avait collaboré à Alias et à Lost, et Diane Ademujan, qui avait notamment produit The Haunting of Bly Manor. Il faut noter que l'équipe initiale, enfin en tout cas initialement pressentie avec Denis Villeneuve et son scénariste John Spates, ont été écartés après la remise du premier script. Au casting, Emily Watson, Olivia Williams, Mark Strong et le roi des Vikings pour l'éternité, Travis Fimmel. Il s'agit d'un préquel, donc qui se déroule 10 000 ans avant la période des films Dune. Et on retrouve les conflits de pouvoir entre diverses maisons, dont les Harkonnen qui dirigent la communauté, en tout cas les deux sœurs Harkonnen dirigent la communauté Béné des Béné Gesserit. On voit la maison de l'empereur Corrido, on voit les Atreides. C'est tiré du livre de Brian Herbert, fils de Frank, et de Kevin J. Anderson. Alors, quand on regarde un peu, les puristes nous disent que c'est pas les meilleurs romanciers de la saga Dune, mais voilà, bon, ça alimente l'univers. Qui veut commencer, peut-être Benjamin Faux ? Oui, je peux lancer les débats. C'est pas très réussi, voilà. Ça partait pas bien et ça n'a pas fini tellement mieux. Je dis que ça partait pas bien parce que je connaissais les textes de Brian Herbert, qui effectivement sont des sympathiques romans de science-fiction, mais absolument pas au niveau de ce qu'avait créé, de l'univers qu'avait créé son père dans les années 60. Et donc cette série a quand même la lourde tâche de succéder à la réussite, au moins publique, parce qu'on peut avoir des critiques dessus, mais la réussite quand même des films de Denis Villeneuve, qui devait être impliqué, etc. Et à la fois donc il fallait rappeler le film de Denis Villeneuve, l'univers visuel et la direction artistique et l'univers du film, et développer donc ce préquel, puisque c'est effectivement, on est dans le passé de l'univers de Dune. À mon sens, on se retrouve avec une série qui ne sait pas vraiment ce qu'elle raconte, c'est-à-dire elle doit à la fois ressembler aux Dunes visuellement d'Herbert,
Elle doit à la fois on doit retrouver les Harkonnen et les Atreides. Et les Atreides, merci. Parce qu'on est dans l'univers de Dune et que c'est forcément les deux familles. C'est comme Skywalker et Palpatine, on les retrouvera dans tous les dérivés de Dune, malheureusement. Donc, faut les caser quelque part. Faut expliquer des choses sur la naissance du Bene Gesserit. Peut-être ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Ça, par exemple, serait beaucoup plus développé. C'est un petit peu raté. On doit lancer une suite, puisque effectivement ce n'est pas une mini-série comme ça avait été annoncé à base, mais c'est évidemment une saison 1. Voilà, hein. Pareil. Et enfin, ça doit faire du Game of Thrones, parce qu'il y a ça aussi, c'est que Game of Thrones est passé par là, et on doit écrire les séries comme Game of Thrones. Et tout ça, ça fait une série qui n'a pas de compas, qui ne sait pas où elle va, et du coup, qui rate à peu près... Pareil, tous ces personnages, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'intéresser totalement aux personnages des Bene Gesserit, alors que il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent, mais on n'accroche à aucun personnage. Et pire encore, tout ce qui est du côté de l'Empire, et ben c'est vraiment du sous Game of Thrones, mal écrit, et vraiment le pauvre empereur Mark Strong est totalement paumé. Enfin, c'est vraiment et la seule dynamique qui fonctionne, c'est l'opposition entre le combat en fait, comme ça, plus ou moins à distance entre la sœur Harkonnen et le personnage de Travis Fimmel, parce qu'il y a un mystère autour de ce personnage qui est le point intéressant de la série. En fait, le point dynamique de la série, c'est lui. Mais ouais, c'est très très léger et c'est pas suffisant du tout pour une série de l'ampleur annoncée, en tout cas, hein, pour Dune Prophétie. Audrey, on est encore allé exploiter et surexploiter un filon qui existait déjà, qui aurait pu se suffire à lui-même, mais voilà, là les romans étaient disponibles, donc on s'est dit allez, on y va pour le préquel, mais sans en faire grand-chose, comme le dit Benjamin. Oui, mais je suis complètement d'accord avec Benjamin. Je ne vais vraiment pas contredire ce qui a été dit. C'est vraiment HBO qui se fait avoir par l'IP, quoi, et par les possibilités de déclinaison d'un monde, et parce que il y a énormément de matière du côté de Dune et de l'héritage de Frank Herbert. On se sent obligé d'y aller. Moi, ce qui me fait un peu rigoler sous cap, c'est que ça continue à s'appeler Dune, mais il n'y a pas de sable. Hein. C'est vraiment ce qui un peu caractérise cette série, c'est qu'on s'éloigne vraiment du matériau de départ. Moi, je trouve pas ça forcément inintéressant, et d'ailleurs, la production est très belle. Vraiment, ça, c'est la seule chose que j'ai appréciée dans cette série, c'est la beauté des images, l'envie de créer des mondes qui sont un tout petit peu singuliers, qui se démarquent de celui de Denis Villeneuve. Ça, pourquoi pas? Ça suffit évidemment pas à faire une série intéressante. On sent qu'il y a eu des problèmes de showrunning, que le scénario est vraiment composé de bric et de broc, ça se sent énormément. C'est une série qui est beaucoup trop opportuniste aussi. Il y a vraiment l'envie de capter un public féminin, puisque les personnages principaux sont des femmes. Ça discute beaucoup les enjeux qui sont extrêmement évanescents. Moi, j'ai toujours pas compris quelle était la menace. On nous parle d'une menace qui plane sur ce monde. C'est un peu Winter is Coming, mais c'est pas palpable. J'ai pas compris de quoi il s'agissait. Tout le monde est très inquiet, mais de quoi, je n'en sais rien. Et comme ces enjeux sont un peu évanescents, et bien ça discute beaucoup. Ça repose sur les deux personnages principaux, et qui sont, voilà, quand on a envie de donner de la profondeur à quelque chose qui n'en a pas, on va chercher des actrices anglaises. Donc on va chercher Emily Watson et Olivia Williams. Elles sont très intéressantes, mais je ne vois pas l'intérêt. Tout simplement, je m'en fiche. Je ne vois pas l'intérêt. Je m'ennuie. Les actrices sont très bien. Le pauvre empereur est pas très impérial. Benjamin Campion, on est dans le grandiloquent. Là, il fallait pas y aller non plus, visiblement. Bon, après, il fallait pas y aller. Moi, je suis réservé là-dessus parce qu'il y a 15 000 séries où on pourrait dire il fallait pas y aller dès que c'est adapté de ceci ou de cela. Bon, non, juste pour répondre aussi sur le point HBO qu'évoquait Audrey, c'est pas une série de HBO quand même. Il faut le dire. Au départ, c'est une série pour Max, c'est une série pour la plateforme qui a été ensuite labellisée HBO par le groupe Warner Bros Discovery, mais c'est un peu de la manipulation opportuniste là pour le coup, et c'est tout le problème des convergences entre plateformes et chaînes
de télévision traditionnelle. Je précise ça parce que c'est pas une série HBO justement, au sens où tout à l'heure on disait Black Doves, oui c'est une série Netflix britannique. Là c'est pas une série HBO au sens où il n'y a pas effectivement tout ce qu'on peut retrouver dans c'est vrai que moi j'ai aussi beaucoup pensé à Game of Thrones et encore une fois c'est là qu'on voit toute la force, la puissance de cette série ou de House of the Dragon, c'est que ce sont des séries qui sont quand même problématisées, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion, il y a des thèmes, il y a des enjeux, il y a des sujets dans des scènes, dans des séquences, qui sont liés à des personnages où ça nous pose des questions de pouvoir, d'influence, etc. Et là, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, Dune Prophecy, ça ne pose pas de questions. En fait, ça déroule. C'est vrai et je reprends ce que dit Audrey, c'est très juste. C'est un enchaînement de conversations. Et puis il y a des inserts avec des plans d'espace où là, on voit bien que il fallait donner une dimension spatiale à ce récit, mais pour le reste, c'est vrai que ce sont des conversations qui ne cessent de s'enchaîner, qui sont très bien jouées, de façon très intense. On sent que c'est intense et c'est inquiétant, etc. Et notez là, j'ai noté là, il y a des ponctuations musicales, c'est-à-dire que la scène se termine et puis là, la musique monte, et puis là, ça fait la suture avec la scène suivante. Et on se dit mais pourquoi en fait, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tout à coup ça se. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, Audrey, c'est extrêmement bien produit. Alors là, je l'avais dit un peu pour les Anneaux de pouvoir, la série du Seigneur des Anneaux, mais quand même avec certaines réserves. Là, j'étais quand même bluffé par la qualité visuelle, la qualité des effets sonores, de la musique, des costumes. Les costumes sont extrêmement impressionnants aussi. Je trouve que tout ça est c'est très agréable en fait. C'est une série qui est très séduisante de ce point de vue-là. Bon, après, on est d'accord, ça fait pas une grande série et il manque vraiment. Encore une fois, une vision d'auteur, quelqu'un qui, vous parlez des showrunners, voilà, ce sont des gens qu'on connaît pas très bien, et puis il faut reprendre les bouquins, enfin, c'est toujours presque impossible comme exercice, j'ai l'impression que c'est tellement compliqué, et en même temps, pour Game of Thrones, ça a été réussi, notamment sur la première moitié de la série, donc c'est quand même possible, mais c'est compliqué de travailler là-dessus. Après, oui, la sororité, les personnages féminins, il y a des choses intéressantes, mais bon, voilà, quoi, on n'en retient pas. Ouais. Mais la série a été renouvelée pour une saison 2, donc c'est pas fini. Benjamin Faux, est-ce que Dune Prophecy est prise dans la malédiction de l'origin story? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut. Est-ce qu'on a des difficultés en ce moment à faire des préquels qui tiennent la route? On a la difficulté à faire des séries dérivées qui tiennent la route, parce qu'on en fait absolument sur tout. Dès que quelque chose fonctionne, on épuise totalement le sujet. Et avec en plus un format qui est un peu difficile à travailler quand on est scénariste, en pré-prod tout simplement, parce que ce sont des séries d'une dizaine d'épisodes. Ce sont des séries qui on n'est pas absolument sûr de par le fonctionnement du streaming, on n'est pas absolument sûr de savoir si c'est une saison ou ça va être une seule saison ou plusieurs. Donc on ne sait pas vraiment comment raconter les choses tout simplement. C'est très compliqué de savoir comment raconter une histoire. Après, effectivement, le problème de base, c'est que ça naît d'une demande qui est une demande que personne n'a en fait, parce que il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir quand on aime un univers ou une histoire. On n'est pas obligé de savoir tout ce qui s'est passé avant. L'exemple type, c'est Solo dans le film Solo. On n'a pas besoin de savoir d'où vient le nom d'Han Solo. Enfin, on n'a pas besoin de tout savoir. Et c'est clair. Ce n'est pas intéressant. Mais ça, est-ce que c'est pas Benjamin? Est-ce que c'est pas aussi la production qui s'inquiète de la fanbase qui voudrait avoir absolument toutes les réponses et pourquoi il s'appelle Solo, comme s'il fallait avoir toutes les coutures de l'univers? Alors, c'est très possible, mais ils ont très tort en fait. C'est ça en fait. On a besoin d'avoir une histoire d'abord, des personnages d'abord, et si ça rentre dans un univers, c'est cool. Mais c'est pas l'univers qui doit dicter le contenu d'une série ou d'un récit. Et dans Dune, le monde Dune, l'ouvrage de base de Frank Herbert comportait énormément de choses qui pouvaient être racontées hors du livre. Le djihad butlérien, c'est un des épisodes qui pourrait être passionnant parce qu'il y a toute une histoire sur l'IA par exemple, la guerre entre l'IA et les hommes. Le rapport aux croyances et à la religion, c'est dans
C'est dans tout. Enfin, l'écologie, enfin tout ça, c'est à la base de Dune, le livre, et on n'a rien de tout ça dans cette série. Voilà. Donc, et c'est uniquement parce qu'effectivement, il faut faire des clins d'œil, il faut faire des clins d'œil à ce qui est déjà connu, au détriment de l'histoire et des thématiques. Non, faut partir dans l'autre sens. Faut trouver des bonnes thématiques, faut trouver des bonnes histoires et éventuellement les placer dans un univers connu. C'est un peu ce qu'a fait Andor, qui est l'exemple type de la réussite. Bah, c'est du Star Wars, mais en même temps, c'est totalement pas du Star Wars. Les codes sont cassés et à la fois on reconnaît l'univers de Star Wars, mais il n'y a aucun fan service. Ouais, il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de bataille à coups de sabre laser, on est dans le même univers mais ailleurs. Exactement, et là c'est le contre-exemple. On va revoir un peu le même souci avec le Pingouin, à mon sens. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On va en parler dans un instant. Oui, vas-y Audrey. En fait, c'est juste pour rebondir sur ce que disait Benjamin, c'est comme si on avait créé, mis sur pied, avec des petits bouts façon Frankenstein, un Dune qui serait capable de plaire soit à ceux qui n'ont pas aimé du tout le film de David Lynch et tout ça, qui ne sont pas du tout familiers de cet univers. C'est comme si on essayait d'attraper tout le monde, quoi. Et ça, c'est ce qu'il y a là, la réflexion de la part des cages d'HBO qu'il y a derrière, enfin de Max derrière, ça m'échappe totalement. Je ne comprends pas. Donc, s'il y a une saison 2, alors, c'est peut-être parce que ça a marché, ça on ne sait pas trop. J'ai pas beaucoup lu d'articles sur le sujet. C'est aussi parce que Max essaye depuis quelque temps, et ça c'est plutôt à leur crédit, de s'installer, enfin en tout cas de remettre à la mode la récurrence. Donc ça, pourquoi pas? C'est-à-dire de pas forcément parier sur le format mini-série, sur un vase clos, mais de voir si les univers peuvent prendre et agréger un public avec le temps. Alors, est-ce que en 2025, c'est encore possible, surtout avec des contenus comme cela? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être cette idée-là aussi. Bon, je pense que d'une prophétie, en tout cas, pas le bon matériau de base, mais peut-être qu'il y a cette idée quand même de voir que ça peut séduire au-delà, que ça peut attraper un public qui est pas familier, que ça peut. C'est une série qui a tellement pas l'ADN de HBO, ni même de Max, d'ailleurs, en elle, qu'il y a un côté anomalie, quoi, totalement anomalie, et ça se ressent aussi dans notre façon de la recevoir, nous, en tant que téléspectateurs, quoi. On comprend pas ce qu'on voit, on comprend pas l'intention. Un mot de conclusion de Benjamin Campion. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que l'installation, la pérennisation, malgré tout, des séries, c'est quand même un enjeu important. Ça va être une question. Par exemple, très récemment, HBO a renouvelé The White Lotus, dont la saison 3 n'a pas encore été diffusée. C'est bien, ça donne de la visibilité. Et quand on aime une série, de savoir qu'elle va se poursuivre, bah ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en France, par exemple. Et sur la notion de préquel, moi, je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours la question de la personnalité en fait des séries, parce qu'un préquel peut avoir aussi beaucoup de personnalité. Il y a des tas d'exemples dans l'histoire des séries télévisées. C'est pour ça que moi j'aime bien vraiment ce binôme House of the Dragon, Game of Thrones. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dont on reparlera, même si les avis divergent. Là, c'est vrai que sur Dune Prophétie, on trouve moins en fait quelle est la relation qu'elle entretient avec l'œuvre mère, si je puis dire, si ce n'est effectivement des clins d'œil, des échos, et puis s'adresser aux puristes qui connaissent bien ce monde-là, mais c'est toujours difficile sur ce type d'adaptation. Il y a eu le cas aussi avec Fondation, sur Apple. On a pas mal de séries comme ça qui se lancent dans l'ASF, dans des adaptations de grands classiques de la science-fiction. Et bah, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est casse-gueule au possible. Mais alors la question que je me pose toujours, c'est est-ce que y a une frilosité par peur justement de froisser tel ou tel public? Est-ce que c'est la structure même qui impose de ne pas prendre de risques en fait et de manquer de personnalité? Parce qu'avoir de la personnalité, c'est aussi prendre des risques. On citait l'exemple d'Andor, ou on peut citer The Mandalorian sur les séries Star Wars. Il y a quelques séries comme ça qui arrivent à avoir une tonalité spécifique personnelle. Mais pour combien d'autres projets qui, eux, sont assez insipides? Et on le voit dans les séries Star Wars, il y a quand même beaucoup d'échecs pour quelques séries qui ressortent. Donc, est-ce qu'il faut faire du volume pour avoir quelques pépites qui ressortent dans tout ça? Bon, je sais pas. Mais là, c'est vrai que pour cette série Dune Prophétie, ça donne une série extrêmement aboutie formellement. Voilà, mais malheureusement qui manque d'enjeux parce qu'il y avait des tas de possibilités politiques, anthropologiques, etc., mais qui ne sont pas exploitées par la série.
troisième série The Penguin, le pingouin, série américaine de Lauren LeFranc, qui se déroule dans l'univers de Batman et qui suit la montée en puissance d'Oswald Cobblepot, homme de main de la famille Falcon, qui joue une partition compliquée et donc deviendra le célèbre pingouin. Il est interprété avec pas mal de prothèses par Colin Farrell, et on trouve également à la distribution Christine Milioti et Michael Kelly. La série est produite par DC Studios et la Warner. Elle est disponible sur HBO et Max, si on prend sur le modèle français. Ce n'est pas vraiment une série où les gens ont des super pouvoirs et on se retrouve en fait à regarder une série mafieuse. Alors Benjamin Faux, dans la continuité de ce qu'on disait sur les histoires de commencement et les histoires d'origine, même cause, même conséquence avec The Penguin. Bah là, au moins, c'était posé d'emblée. C'était une série qui est faite pour faire le lien entre le film de 2022, The Batman, et le prochain film dans l'univers de The Batman. À ne pas confondre avec les autres Batman, etc. Enfin, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était effectivement un personnage qu'on avait déjà croisé rapidement dans le film de 2022 et qui était destiné à être le grand méchant du prochain film. Et on avait une série on avait de la place à occuper. On a fait une série sur effectivement l'origin story de ce méchant qui effectivement est un gangster presque comme les autres en fait. C'est pas du tout il n'y a pas de super pouvoir. C'était un peu déjà l'idée du film de 2022 qui était beaucoup plus terre à terre que. C'est déjà un peu l'idée de Batman qui n'a pas de super pouvoir, etc. Enfin, c'est un peu une idée de l'univers comme ça. Et le film avait quand même plusieurs bonnes qualités, notamment visuelles, parce que pour moi c'est un des filmages de Gotham City que j'ai préféré dans tous les Batman, et l'idée aussi justement que Batman n'était pas du tout un super-héros et se retrouvait à être meilleur protecteur que Vigilante en fait, et ça faisait des bonnes séquences. Est-ce qu'on retrouve ça dans le Pingouin? Eh ben pas vraiment. On retrouve un petit peu l'image, mais avec moins de brio que dans le film forcément. On reconnaît Gotham, mais on n'a pas le même charme. Et puis on a cette histoire qui est strictement une histoire donc de montée en puissance d'un gangster psychopathe dans une guerre des gangs, ni plus ni moins. Ça part plutôt bien. C'est-à-dire que le premier épisode, personnellement, j'étais client. J'ai beaucoup aimé le pré-générique qui caractérisait vraiment bien le personnage. J'apprécie aussi le fait que on a deux personnages qui s'opposent pendant toute la série, qui est le Pingouin et Sophia, et tous les deux se positionnent comme des underdogs. Enfin ils viennent c'est des gens qui ne devraient pas être là. Le Pingouin par son origine et par effectivement il est handicapé, etc. Il est aussi psychopathe, mais et il se positionne toujours comme le défenseur. Alors il se pose une position parce qu'effectivement c'est un grand menteur avant tout, mais il se positionne comme le défenseur du petit peuple entre guillemets. C'est un peu le même tour de passe-passe que fait le Joker dans le film de l'origin story, la dernière origin story. On a un peu la même idée qu'il serait le défenseur du prolétariat des basses classes de Gotham. Et de l'autre côté, on a Sophia qui, elle, c'est une femme. Et elle se prend le patriarcat, mais vraiment sur les épaules, mais puissance 10 milliards, jusqu'à devenir dingue également. Et du coup, on a ces deux personnages qui vont s'affronter. Là, on me dit bon, ok, il pourrait se passer des choses intéressantes à partir de ça. Mais il ne se passe pas de choses intéressantes. C'est-à-dire que la série à partir de sa moitié, en fait, n'a plus aucun intérêt. On subit un personnage qui est le personnage de Vic, qui est un des personnages les plus ratés des séries, que j'ai vu depuis des années. Qui est une sorte c'est un jeune naïf qui se retrouve embringué par le Pingouin et qui du coup fait un peu a un rôle
assez habituel en fait, qui représente le spectateur qui rentre dans une organisation et qu'il la découvre de l'intérieur. Mais en même temps, il prend tellement de mauvaises décisions il est tellement aveugle sur tout qu'on n'arrive pas du tout à s'attacher à lui. Alors que c'est bien l'objectif, c'est vraiment l'objectif. Je vais pas tout spoiler, mais l'objectif c'est qu'on s'attache à ce personnage. Et puis voilà, Sophia est totalement over the top, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que pareil, on la perd. On pourrait être avec elle dans son combat et on n'arrive pas à l'être. Donc voilà, et il y a aussi tout l'arc autour de la mère du pingouin et de son enfance avec des flashbacks interminables qui nous montrent ce qu'on nous a déjà raconté ou compris, comme dans beaucoup de séries malheureusement où de plus en plus on devrait faire un moratoire sur les flashbacks dans les séries de 10 épisodes parce qu'on n'a pas le temps, il faudrait quand même faire autre chose. Et donc voilà, on a vraiment un pétard mouillé et on arrive à la fin, et alors à la fin on ne comprend pas pourquoi on a regardé cette série et pourquoi elle a été racontée. Il n'y a rien. On arrive à la fin et puis on va enchaîner sur le film. Alors ok, on va peut-être enchaîner sur le film, ça va sans doute être très bien, mais cette série n'a vraiment eu aucun impact. Gilles Verviche, cette série, cette saison, c'est un marchepied pour se préparer au film? Alors moi je suis pas d'accord du tout en fait. Je sais que je vais me faire défoncer par les spécialistes, mais moi j'ai adoré le pingouin du début à la fin. Déjà j'aime bien Colin Farrell en fait. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, moi je l'aime bien. Il joue dans un de mes films préférés, Miami Vice de Michael Mann, et où il est très très bien. Et puis voilà. Alors je suis pas resté pour les raisons pour lesquelles je suis venu au départ. Voilà, effectivement, au départ je suis venu pour le maquillage, voir Colin Farrell en pingouin qu'on reconnaît pas. Et puis je me suis très vite attaché à lui et à Sophia surtout, effectivement. Alors, on est quand même dans une époque, moi c'est une question qui m'interroge beaucoup en ce moment, de préquels, de spin-off, de méchants. Voilà, je rappelle que depuis la nuit des temps, le méchant c'est l'antagoniste qui permet au héros de faire l'épreuve de sa valeur et que normalement il existe, voilà, que à travers le héros. Ensuite, Hitchcock a dit plus le méchant est réussi, plus le film sera réussi. Et il se trouve que depuis quelques années, vous avez vu que on se débarrasse du héros pour garder que le méchant, parce qu'on finit par assumer effectivement que ce qui nous intéresse le plus, finalement, c'est le méchant. Il y avait Heath Ledger, donc dans le Christopher Nolan, le Dark Knight que j'ai beaucoup aimé, moi évidemment, le Joker qui a eu le droit à son film, à lui. Bon, le deuxième volet était moins réussi que le premier. On a le pingouin, on a Maléfique, je suis même allé voir avec mes filles Mufasa, préquel du Roi Lion. On apprend l'origine de Scar plus qu'autre chose. Je suis allé voir aussi avec mes filles Wicked, que j'ai adoré. J'ai trouvé que Ariana Grande jouait super bien. Enfin, donc vous voyez, je suis vraiment le novice un peu à la Vic. Et moi, j'ai trouvé. Alors effectivement, j'ai retrouvé l'ambiance de film et je suis resté pour. Il n'y a pas aucune référence à Batman, hein, sinon je crois qu'il y a une image à la fin où on voit juste le projecteur, voilà. Moi, dont ma série préférée, vous savez ou pas, c'est Les Sopranos. Donc j'aime bien les films de mafia, j'aime bien ces ambiances-là. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Sophia. En fait, ce que j'ai aimé, c'est justement cette histoire de quand Benjamin dit on s'attache ou pas, etc. C'est au départ, on nous les présente tous comme des gens très très méchants, notamment elle. Et puis très vite, on découvre que les gens sont, même les plus méchants en fait, on finit par s'y attacher et voilà. Et donc la question du mal, voilà, c'est-à-dire c'est plus le mal absolu, voilà. Et la question c'est ce pingouin qui a vraiment que des défauts. C'est vrai que moi j'ai bien aimé le flashback, tu vois, je me dis c'est pas possible, c'est vrai que c'est un monstre, pas physiquement, mais d'abord à l'intérieur. Enfin voilà, on va pas spoiler, mais ce qu'il a fait, voilà. Et la question, c'est jusqu'où tu es prêt à le suivre, à t'attacher à lui. Et à elle aussi. Voilà, c'est-à-dire... et moi, je trouve qu'effectivement, sa relation avec le personnage de Vic, etc., etc. Et puis, effectivement, à quel moment il devient vraiment méchant? À quel moment tu n'arrives plus à le suivre? À quel moment tu te dis là, c'est trop? Alors même avec les horreurs qu'il fait, en plus, c'est jamais la classe. Hein. Il a pas du tout, c'est pas du tout le méchant. Comme tu dis, il est médiocre surtout, il trahit tout le monde, il ment tout le temps, il a aucune, enfin, il sauve il sa a peau que tout le temps.
voilà. Et la question que je me pose, c'est pourquoi je m'attache à lui. Je m'attache à lui parce qu'on m'a dit que c'était le héros, alors qu'il a vraiment rien pour lui, rien du tout, rien du tout. Et ça pose la question du mal, du bien, ça tire l'ambivalence des personnages jusqu'au bout, je trouve, jusqu'à où les choses sont ambivalentes. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas des limites à l'ambiguïté? Je crois que c'est Miyazaki qui avait dit qu'il aimait pas Disney parce que il y avait trop d'ambiguïté avec le mal et que il y a des choses bien et des choses mal et il faut arrêter de vouloir, voilà. Et voilà. Mais en tout cas, moi, après le premier épisode, j'ai pas pu décrocher. Enfin voilà, je le regardais vraiment. Moi, j'aurais pu regarder encore 3 saisons. Enfin voilà, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, j'avais envie de savoir ce qui se passait après. Enfin voilà, voilà, j'adore ces ambiances-là. On oublie totalement qu'on est à Gotham. Vous parliez tout à l'heure de prendre un univers. Ça compte si on a quelque chose à raconter. Là, je trouve qu'il n'y a aucune référence. Enfin, moi, je veux dire, à partir de la fin, Sophia, c'est pas un personnage que je connaissais spécialement. Hein. Il y a aucune référence à Batman, à part que c'est estampillé, on est à Gotham, on pourrait être n'importe où. On oublie totalement que c'est une référence à Batman. Et là, en oubliant la référence, je trouve que l'histoire arrive à devenir, à se suffire à elle-même sans aucune référence à rien. Voilà. Tout ce que je viens de dire, bon, je vous dis, moi j'ai accroché. Apparemment, je suis le seul, mais voilà, moi j'ai vraiment aimé tout de suite. Hein. J'ai assez vite aimé. J'ai trouvé que la grosse ambivalence des personnages, on s'attache beaucoup à elle, d'abord, elle a des grands yeux, voilà, elle a un côté candide dans sa folie meurtrière, voilà, ils sont tous plus horribles les uns que les autres, et on arrive toujours à sauver leur humanité. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, tu vois, qui moi m'a beaucoup plu, voilà, c'est quand la tendance c'est plutôt de montrer que les héros qui sont normalement bons ont un côté sombre. Là, c'est comment les gens qui sont complètement mauvais ont un côté, alors lumineux, ça du moins une lueur. Voilà, mais on s'attache. Moi, Sophia, évidemment. Enfin, j'adore ce personnage. Elle est vraiment hyper. Alors, effectivement, la showrunneuse, c'est donc une femme. Peut-être que ça joue. Effectivement, c'est des moments, on a quasiment l'impression que c'est elle le personnage principal, quand même. Hein. Je veux dire, au milieu de la série, un peu comme le Mandalorian qui était devenu le personnage principal de la série Boba Fett. Et en plein milieu de la série, là, c'est plutôt elle la héroïne en fait, hein, et on a quasiment l'impression qu'elle prend le relais. Peut-être parce que l'autre est trop mauvais pour tenir la série. Voilà. Donc alors, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Un mot de Benjamin Faux et puis Benjamin Campion. Ouais, juste pour dire que je suis aussi d'accord avec Gilles. Il a vu tout ce qui était bien dans la série aussi. Et c'est pas parce que ça n'a pas marché sur moi du tout que ça n'existe pas. Merci. Benjamin Campion, est-ce que c'est une série qui remplit son contrat finalement, c'est-à-dire une série qui se prend pas complètement au sérieux? Il y a des moments un peu d'autodérision, il y a des moments un peu de distance, le personnage est un peu show-off quand même. Est-ce qu'on peut aussi voir la série comme ça? Moi, je pense qu'il y a un bon exercice à faire, c'est de comparer avec Dune Prophecy. Dune Prophecy, c'est la série qui est dans un univers connu, etc., et qui est froide comme du métal et qui est solennelle et qui ne nous transporte à aucun moment, qui n'a pas de personnalité en fait, qui déroule un programme et qui répond à une commande. Et Le Pingouin, c'est tout autre chose, parce que c'est une série qui a de la personnalité. Et je rebondirais même sur ce qu'a dit Benjamin, parce que ça m'intéressait. Dans sa critique et dans ce qu'il n'a pas accroché, il a quand même apporté des tas d'éléments, j'ai trouvé, qui correspondaient à ce que j'appellerais une problématique, c'est-à-dire la revanche des opprimés. C'est intéressant comme approche. Alors ça fait pas une grande série, hein, je vous l'accorde, et ça suffit pas. Mais le fait d'accorder le Pingouin et ce personnage féminin de Sophia autour justement de réflexions genrées, sociologiques, ça me paraît intéressant. Et la question du handicap aussi, donc le personnage qui part avec des difficultés dans la vie et qui va essayer de les surmonter. Donc effectivement, moi je trouve que j'ai beaucoup pensé, alors c'est pas Les Sopranos, mais j'ai pensé à un croisement en fait entre Les Sopranos et Fargo, quoi, le film et puis la série, parce qu'il y a beaucoup d'humour effectivement, et j'en ai relevé quelques exemples qui m'ont, rien que dans le premier épisode, par exemple à un moment il est avec Vic là, le Pingouin, puis il dit bon à 3, puis il voit, il fait bon allez vas-y laisse tomber. Et c'est un petit truc comme ça, mais on interfère un petit peu avec les codes. Quand il
met le moteur de sa voiture, on se rend compte qu'il écoute de la pop ou de la disco, et c'est complètement ridicule. Donc tout de suite il coupe pour garder sa virilité de patron mafieux ou de mafiosi. Donc ça aussi, je trouve que c'est une petite touche d'humour intéressante. Quand il retourne chez lui, on se rend compte qu'en fait il vit dans un beau quartier huppé, puis là il est un peu gêné parce que lui il se présente comme un gars des bas-fonds, donc ça correspond pas à l'image qu'il veut donner. À un moment il parle à Vic et puis il lui dit mais attends, tu crois quoi, parce qu'il veut l'embaucher du coup pour être son équipier. C'est un peu un buddy movie, hein, il y a les ficelles du buddy movie. Et lui dit à Vic mais attends, tu crois quoi, tu crois que j'engage le premier couillon venu? En fait, oui, c'est exactement ce qu'il vient de faire parce qu'il a engagé le premier couillon venu. Donc voilà, il y a plein de petites touches comme ça. Vic qui raconte j'ai pas réussi à décapiter le corps parce qu'en fait, il explique techniquement j'avais pas le bon matériel, etc., etc. Donc il décortique. Ça, c'est de l'humour très Fargo. Ça, c'est typiquement de l'humour noir à la Fargo. Donc je trouve ça très très bienvenu dans cette série. Et à l'inverse, il y a quasiment pas de scène d'action. Il y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a pas tout ce qu'on pourrait attendre et tout ce qui dont regorge d'une prophétie, effectivement, de technicité, de formalisme pompeux et de tout ce qu'on peut envoyer pour nous en mettre plein la vue. Il n'y a pas ça dans le Pingouin. Donc c'est aussi quand même cette sobriété. On parlait d'IP, de séries d'ici, vous voyez, tous les machins. Et en fait, il y a pas, ça tombe pas dans les pièges. Moi, c'est déjà ce que j'avais aimé dans House of the Dragon. Ça évite certains pièges, pas tous. Et là, je trouve que ça les évite aussi beaucoup. Et du coup, on se centre vraiment sur les personnages qui me paraissent quand même très bien construits. Et effectivement, on humanise des personnages qui pouvaient apparaître comme des gimmicks. C'est-à-dire que le personnage du Pingouin, où on a parlé du Joker, avant qu'on leur dédie ces œuvres qui leur donnent de l'épaisseur, de l'humanité, c'est des personnages qui étaient réduits à une caricature, à un seul trait de caractère, quoi. Voilà. Et finalement, là, on leur donne du crédit, on leur donne plus d'épaisseur. Et un dernier point que j'ai aimé, c'est la musique. Elle est signée Mick Giacchino, et c'est le fils de Michael Giacchino qui avait composé beaucoup de musique. De films d'animation, puis la musique de Lost. Et là, c'est son fils. Et je trouve que la musique est extrêmement intéressante aussi parce que à la fois, il y a du Mickey Mousing, donc la musique qui correspond à ce qui se passe à l'écran. Donc, c'est synchrone par rapport aux gestes qui sont effectués. Mais il y a aussi une distanciation ironique. Il y a des moments de ponctuation opératique où finalement une ampleur d'opéra, c'est un peu l'effet qu'essaye aussi Squid Game dont on va parler, mais ça donne une ampleur et ça donne une dramaturgie, mais très ironique. Parce qu'en fait, la série se prend pas tant que ça au sérieux. Et paradoxalement, c'est ça qui lui donne son crédit et sa force. Et c'est une série qui, pour moi, nous laisse beaucoup plus en bouche et en mémoire que les deux précédentes dont on vient de parler. Audrey, pour conclure, voilà, tu serais plutôt dans l'équipe, ça valait pas le coup, fallait pas la faire. Moi, je sais pas s'il fallait pas la faire parce que moi, je vais jamais dire ça. Je vais jamais dire on n'aurait pas dû faire quelque chose. Mais en tout cas, c'est une série qui est longue. Je crois dans mon souvenir, il y a une dizaine d'épisodes qui font plus d'1 heure chacun. C'est interminable. Et pourtant, c'est une série qui m'a surprise plutôt en bien au début. Même si j'ai quand même assez vu vite le dispositif un peu gadget qui consiste à prendre le contre-pied sur un personnage, c'est-à-dire faire quelque chose de complètement différent du Danny DeVito, du Pingouin de Danny DeVito, tout comme le Joker de Heath Ledger, c'était radicalement différent du Joker de Jack Nicholson. Ça, je trouve ça un petit peu pirouette, mais pourquoi pas. Et c'est vrai que faire entrer l'univers de Batman, même s'il n'y a pas de Batman dans la série, mais faire entrer cet univers-là dans celui des Sopranos, c'est-à-dire vraiment s'inspirer de l'ADN d'HBO, pour le coup, ça, pourquoi pas. C'est intéressant, mais j'y vois aussi en tout cas, moi, j'ai des affinités avec ce monde-là, j'y vois aussi quand même une facilité. Et parier sur quelque chose qui est déjà éprouvé, c'est-à-dire le monde des gangsters, la pègre, la mafia, c'est un peu comme le western, c'est des mondes qui sont très américains, dans lesquels les Américains se sentent très bien. On sait qu'on va attirer du public avec ça, c'est assez sans risque. C'est pour ça que les Sopranos ont marché. Et moi, je vois trop la volonté de dupliquer Tony Soprano, de le ressusciter, de l'inscrire dans un autre monde. Surtout, moi, ce qui m'a gênée, c'est que Gotham City est d'une vacuité totale. Dans ce monde-là, c'est une ville qui s'insère dans aucune réalité politique, sociale, économique. Les backstories, les flashbacks, que ce soit du personnage de Sophia ou du personnage du Pingouin, sont extrêmement lisibles, mais vraiment d'un cliché total, c'est-à-dire que la femme qui a eu des problèmes avec son père, l'homme qui a eu des problèmes avec sa mère, rendez-moi Hannibal Lecter, dont on ne sait rien dans Le Silence des agneaux. C'est ça qui m'intéresse, c'est la pureté du mal.
C'est pas du tout qu'on m'explique les enfances malheureuses. Ça, c'est Charles Dickens. C'est autre chose. Ça enlève beaucoup de mystère pour une série, à mon sens. Et en plus, moi, j'aime beaucoup Colin Farrell. Colin Farrell, il a fait une série aussi l'année dernière qui s'appelait Sugar sur Apple TV, qui est beaucoup plus intéressante, je trouve. Et là, pour moi, ce costume qui est extrêmement écrasant nous prive de lui, plus qu'autre chose. Moi, je le vois pas. Et à la fois, je trouve que c'est une démarche hyper généreuse de se fondre complètement derrière les prothèses. Je trouve que ça pas inintéressant du tout. En même temps, moi, ça m'a beaucoup privé de ce que j'aime bien chez lui, c'est-à-dire cette espèce de charme, un peu à l'anglaise aussi. Voilà, c'est ce côté un peu passe-partout qu'il peut avoir dans certains rôles. Le personnage du petit jeune, pardon, mais pour moi, c'est un token pur et dur. Hein. C'est vraiment, on est dans un univers de blanc, de héros blancs, de méchants blancs. Moi, je ne vois que ça. Et en plus, c'est une série. Alors, on parlait du peu d'action, et je trouve qu'elle se réveille, notamment dans les scènes de prison. C'est-à-dire quand il y a vraiment une violence pure. Et quand tout à coup, je retrouve un tout petit peu d'audace d'HBO, de vouloir nous donner un peu des coups comme ça dans la gueule, un peu de sang. Il n'y a pas de sexe, mais où est passé le sexe sur HBO? C'est une catastrophe. Mais dans Dune, c'est pareil. On a le spécialiste là. Mais c'est hallucinant, il n'y a plus aucune audace. Les corps sont des corps, ce sont des corps qui ne saignent plus, qui ne font plus l'amour, qui ne désirent plus. Je trouve ça d'un ennui total. Et sur autant d'épisodes, avec autant de dilution des enjeux, là encore, je n'ai pas compris ce que cette série me racontait. C'est exactement la même chose que Dune. Ce sont des séries qui sont des dilatations d'univers, mais qui ne me racontent rien, qui ne me tiennent pas par la main, qui ne m'emmènent nulle part. Je m'ennuie. Donc effectivement, on a mis plein de prothèses sur Colin Farrell au point de faire disparaître son corps et de faire disparaître même tout ce qui pourrait animer les corps, le sien et celui de Sophia Falcone et Benjamin Campion. Non mais juste, je ferai la même remarque sur Dune Prophecy, c'est-à-dire que c'est pas une série HBO, c'est pas une série qui a été conçue pour HBO, c'est la même embranchement, c'est-à-dire que c'est une série qui a été rapatriée ou migrée sur HBO a posteriori de sa production, et donc elle n'a pas été conçue comme une série de HBO. Donc ça peut expliquer cette frigidité, ce manque de sexualité, et parce que c'était une série qui aussi était prévue pour la plateforme Max et qui ensuite a été rembranchée. C'était juste pour expliquer ce point-là. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Audrey. On est aussi dans un monde d'ici où c'est vrai que la question des corps et le corps là est quand même c'est plutôt le corps sexualisé qui est absent, mais le corps, et la faiblesse du corps, le handicap, le poids que ça peut faire constituer pour celui qui le porte, ça c'est quand même questionné dans la série. Donc je trouve qu'il y a au moins ça dans le Pingouin. Et il y a quelques scènes de sexe dans Dune Prophétie, voilà, qui sont rapides, mais qui existent. Merci, on va enchaîner avec notre 4e série, qui est une saison 2, la saison 2 de Squid Game. Voilà, le pain et le cirque coréen reprennent du service sur Netflix. Aux manettes de ce jeu de la mort, toujours Wang Dong-yeok, en espérant que ça se prononce comme ça. La première saison n'avait pas transporté tous les saisonniers et saisonnières qui s'interrogeaient sur sa perversité, mais Gilles, à l'époque, avait trouvé que l'exploration des dilemmes éthiques faisait le sel de la série et que voilà, il y avait cette question de la violence, du capitalisme qui était là métaphoriquement. Alors pour ceux qui l'ont vu cette fois-ci parmi les saisonniers, on va qui veut commencer allez Gilles, c'est parti comme ça dans la continuité d'un précédent intersaison. Allez au hasard. Oui, vous m'entendez ? Absolument. Donc oui, donc moi j'avais beaucoup aimé la saison 1, j'ai trouvé qu'effectivement une série, rappelons qu'une série qui est pleine de sang et de mort me paraissait paradoxalement très morale puisqu'elle passait son temps à faire des dilemmes éthiques et on a l'impression que chaque jeu était le dilemme, une version du fameux dilemme du tramway que certains connaissent, voilà, qu'on apprend, moi j'apprends à mes élèves en terminale en philo et voilà, donc à chaque fois qu'est-ce que tu ferais ? Alors je dois dire que disons-le tout de suite, ça va être plutôt négatif. Là, tu vois, moi qui suis enthousiaste, je suis bon public, je suis toujours le candide, mais là, je dois dire que j'ai eu du mal à la fin, en fait. C'est-à-dire que je suis littéralement pas allé au bout. Donc, faut le dire comme ça. Je me méfiais d'une saison 2 de Squid Game. C'est un peu comme Prison Break, c'est-à-dire il y avait une très bonne idée d'une saison bouclée. Et on se voit pas bien pourquoi, surtout que c'était un jeu avec à la fin il se passe ce qui se passe et puis voilà et là
on comprend. Alors, on essaie de nous expliquer pourquoi on repart dans les jeux. Déjà, il y a les 2 premiers épisodes qui mettent un temps fou à y retourner. Déjà, ils nous disent qu'ils veulent retourner dans le jeu, mais ils ont l'air, tant mieux d'ailleurs, s'intéresser un peu plus au monde extérieur, voilà. Et puis, donc, on se retrouve. Tu sais, c'est un peu, vous savez, c'est un peu Schopenhauer entre le désir et l'ennui. Voilà, c'est-à-dire, on désire quelque chose, on est en manque, et une fois qu'on l'a, on se rend compte qu'en fait, le plaisir est éphémère. Là, c'est exactement ce qui se passe pendant les 2 premiers épisodes. Ils sont dehors dans les rues de Séoul et on se demande quand est-ce qu'ils vont y retourner. Et puis on s'ennuie un peu. Et une fois qu'ils sont dans le jeu, eh ben on se dit bon bah on s'ennuie effectivement. En fait, c'était pas la peine d'y retourner. On se demande vraiment pourquoi. Enfin moi les pyjamas verts, les numéros, le 1, 2, 3 soleil, d'abord, j'ai trouvé que c'était très redondant par rapport à la saison 1. J'ai pas bien vu ce qu'ils avaient apporté. Et ensuite, j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant du point de vue des fameux dilemmes. Parce qu'en plus, dès le début, enfin, je spoil plus ou moins le 2e épisode, mais on vous explique que dans les concurrents, il y a les gentils et les méchants, quoi. Voilà. Et donc, tu vas vite te retrouver à justifier, à comprendre que certains meurent finalement en tant que téléspectateur. Bah ouais, lui, de toute façon, c'est un méchant. Il y en a qui ont voté pour rester, tant pis pour eux, alors qu'au départ, dans la saison 1, ils étaient tous contraints par des conditions économiques, ils étaient tous un peu victimes, ils devaient tous faire des choix qui étaient évidents pour personne. Là, en gros, il y a les gentils, il y a les méchants. On retombe sur des choses qui sont beaucoup moins dilemmes en fait. Hein, et puis, et voilà. Et puis, c'est un peu ce que disaient les autres sur les séries précédentes. Là, pour le coup, je me suis pas tellement intéressé à ce qu'on me racontait. Je savais pas ce qu'on voulait me rajouter par rapport à la saison 1. Et ça a vite tourné en rond pour moi. Voilà. Donc, le numéro 001 est remplacé par un autre 001. Bon, voilà. Puisque c'est la saison 2. Donc, bon, voilà. Mais voilà, donc moi franchement, je dirais que c'est ni fait ni à faire et que Squid Game mini-série, moi j'ai beaucoup aimé. La saison 2, là pour le coup, ça m'a pas paru très utile. Voilà, donc tu vois, moi qui suis toujours très très gentil avec tout le monde, là c'est pas passé. Là, ça coince. Benjamin Campion, c'est l'idée aussi que c'est quand on a un peu les infos, le background sur cette 2e saison, c'est qu'elle a été un peu forcée, commandée, comme on dit poliment, par Netflix. Oui, c'est ça, ça pose la question de la suite, tant du point de vue narratif que du point de vue de la production. Et là, clairement, c'est une commande de Netflix qui a poussé, parce que c'était pas conçu comme tel au départ. Le créateur a donné une suite et d'ailleurs il y aura une saison 3 qui sera la dernière parce que il les a tournées comme on dit back to back, il les a tournées l'une à la suite de l'autre, donc elle va revenir très très vite cette série pour je crois en 2025 pour une dernière saison. Mais moi de ce que j'ai su c'est qu'effectivement le créateur aussi parce qu'on se posait la question pourquoi faire une suite, mais je pense que lui il va bien s'y retrouver si vous voulez financièrement parce que sur la première finalement ça a été un succès phénoménal. Et c'est la méthode Netflix, c'est-à-dire que lui n'a pas forcément été rétribué à la hauteur du succès. Donc c'est vraiment le diffuseur qui en a tiré profit, qui ensuite a forcé l'écriture d'une suite dont le créateur va bénéficier. Donc finalement c'est gagnant-gagnant. Alors pour nous, bon ça sont des considérations extérieures. Pour nous, qu'est-ce qu'il en reste? Et c'est vrai que je pensais beaucoup à la fameuse phrase de Lost, We have to go back. Il faut y retourner sur l'île. Voilà, ça se passe sur une île aussi. Et mais sauf que Lost l'avait intégré narrativement, intradiégétiquement, comme on dirait, dans l'histoire elle-même, c'était questionné l'idée du retour. C'était pas simplement faire une saison 2 parce qu'il faut y retourner parce que la série a eu du succès. Donc c'était problématisé de l'intérieur. Là beaucoup moins. Gilles l'a bien dit. Il y a quand même effectivement une redondance, l'idée d'une redite, et en même temps c'est répétition, variation. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un jeu de différenciation. On revisite même des jeux. Le premier, c'est 1, 2, 3 soleil. On est déjà passé par là, donc on a l'impression de revoir. Et en même temps, bon, bah, le dispositif change. Voilà, je peux le dire, c'est au début de la série, c'est que celui qui retourne veut prévenir les autres. Et donc la série, moi, je trouve que c'est pas totalement inintéressant pour lui donner un petit point positif, c'est que c'est pas totalement intéressant de questionner l'impossibilité
d'annuler, d'empêcher le jeu. Parce qu'en fait, ce qui est ironique dans cette série, c'est que le but narratif, c'est d'arrêter le Squid Game. Et pour arrêter le Squid Game, il faut faire une saison 2 et une saison 3. Donc, il faut prolonger Squid Game pour arrêter le Squid Game. Donc, évidemment, mais en même temps, c'est pas totalement déconnant parce que c'était déjà le propos de la première saison de nous dire que le jeu ne pouvait pas être arrêté par l'avidité, par l'espoir qu'un jour on puisse toucher le jackpot. Il y a une scène que je trouve intéressante, amusante. Je crois que c'est dans le premier épisode. C'est donc ce recruteur en costume cravate qui arrive avec un pain au chocolat et un jeu à gratter, et puis il se présente devant des sans-abri, et puis il leur dit t'as le choix entre l'un ou l'autre. Et alors là, c'est assez amusant parce qu'effectivement, on voit que quand même, il y a une grande partie qui choisit le jeu à gratter et qui perd systématiquement, alors que s'ils avaient pris le pain au chocolat, ils auraient eu quelque chose de substantiel. Donc, c'est assez simple, c'est assez basique, disons, hein, mais ça questionne notre espoir. Alors là, c'est Gilles, il pourra mieux en parler que moi, mais philosophique peut-être je vais peut-être toucher. Donc cet espoir qui est au final qui s'évanouit très vite, il dépasse le substantiel, ce qu'on va se mettre dans le ventre, le pain au chocolat, et donc on va peut-être que si on faisait le test sur nous 4, nous 5, là on ferait la même chose. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, ça questionne quelque chose de l'humain. Ça, je trouve pas ça totalement inintéressant. Donc voilà, c'est pas totalement vain, je dirais, de produire cette suite. Hein. Le créateur a quand même bien pensé la chose. Mais voilà, je pense que les gens qui ont aimé la première saison, ils trouveront quand même un certain plaisir et un certain intérêt. Et la série continue de dire des choses, mais elle reste aussi très limitée, comme on avait pu le dire au sujet de sa première saison. On sait bien que c'est pas une grande série d'auteurs, c'est plutôt un succès populaire international, mais ça vaut quand même l'intérêt, ça vaut le coup d'en parler, rien que pour ça, je pense. Merci beaucoup. Gilles, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit mot. Peut-être il y a une seconde intrigue avec le policier. Enfin, mais ça, voilà, rien ne va très loin. Oui, non, mais moi j'avais bien aimé aussi le personnage du recruteur au début là, le jeu de le premier épisode elle commence fort là avec la roulette russe là, il y a un peu une ambiance pour le coup, chapeau melon et bottes de cuir un peu fantastique là, qui est pas mal. Qui est un peu l'ambiance d'ailleurs, les personnages avec les grandes têtes qui sont déguisés là, ça fait un peu chapeau melon et bottes de cuir, tu sais, le côté un peu décalé. Je me souviens de ce vieil épisode où de chapeau melon et bottes de cuir, vous avez trouvé un trou sous un cimetière et en fait tu rentrais dans la tombe et en fait il y avait des gens qui faisaient des réunions secrètes là-dedans. Enfin, il y a toute une ambiance, voilà. Sur les questions philosophiques, oui, il y en a quand même toujours un petit peu. Moi, le truc, c'est que ça, comme tu dis, on peut y trouver son compte quand on est fan. Moi, j'avais bien aimé vraiment beaucoup la première saison. C'est juste que je constate que je m'ennuie, tu vois. Alors que voilà, après, si on décrypte, il y a des choses très intéressantes à décrypter. Effectivement, ce personnage qui dit arrêtez le jeu et c'est pas mal quand ils disent mais alors si t'as gagné, ça veut dire que tu les as gagnés les 45 milliards de je sais plus combien ça fait en dollars ou en euros, et il leur dit bah oui et du coup ça a rien changé, ça m'a pas rendu plus heureux, je reviens là. Enfin, pourtant ils ont la preuve devant eux qu'effectivement gagner des milliards d'argent, ça rend pas plus heureux, et il veut juste arrêter le jeu et se dire à quel point effectivement les gens arrivent pas à définir le concept du bonheur, hein, philosophiquement effectivement. Voilà, c'est ça, cette idée que être heureux c'est une satisfaction complète, et on croit que le tout du bonheur consisterait dans beaucoup d'argent avec cette boule là qui est effectivement, alors qu'ils ont la preuve là devant eux que ça rend pas heureux, puisque le gars il a gagné et il se retrouve au point de départ, donc ils doivent se rendre compte que la quête du bonheur c'est l'insatiabilité, c'est les tonneaux chez Platon, enfin le tonneau des Danaïdes, voilà, où effectivement il y a le côté vous avez rien à gagner en fait, voilà. Donc voilà, donc ce que je veux dire c'est que d'un point de vue pop philo là on peut faire plein de choses. Mais moi, je constate que j'ai pas réussi à accrocher malgré ça, quoi, tu vois. Le mot de la fin, Benjamin Campion. Oui, c'est vrai que c'est assez ironique. En fait, le type gagne et utilise sa fortune pour arrêter le jeu. Donc c'est vrai que bon, là c'est là que je pense que la série touche ses limites aussi, parce que on voit que l'aboutissement en fait ne mène à
a aucune prise de hauteur, quoi. C'est vrai que c'est assez vain de ce point de vue-là. Et je dirais que tu parlais Gilles de la roulette russe. Il y a aussi quelque chose d'assez redondant parce qu'en fait dans le premier épisode on le fait 2 fois. La répétition, l'idée de la suite, elle est aussi internalisée par cet épisode où on se dit mais pourquoi on y revient, ça paraît assez mécanique. Il y a toujours aussi ces jeux, c'est pareil, on rejoue à pierre feuille ciseaux avec la musique, l'opéra qui vient en contrepoint musical, mais c'est tellement attendu et tellement déjà entendu dans la première saison que le procédé paraît un petit peu grossier, quoi. Il apporte pas grand chose, me semble-t-il, de plus. Mais ce qui est amusant, bon, c'est aussi les règles qui évoluent, les avantages. Alors là, on nous dit après chaque jeu, les joueurs peuvent voter pour décider de continuer ou pas. Donc on peut faire un jeu. Je crois qu'il y en a 6 en tout. On peut faire un jeu, décider d'arrêter et partir avec l'argent qu'on va se partager entre tous. Et donc, on en revient à quoi? On en revient à la cupidité, à l'avidité, parce que le partage par, je sais pas, des plus de 100 ou 200 candidats, ça réduit à des sommes qui sont pas suffisantes par rapport et donc les gens sont prêts à aller à la mort pour gagner plus. Mais bon, voilà, rien de nouveau sous le soleil, quoi. La première saison, on l'avait déjà dit, et puis au final, ça nous apprend pas grand-chose de plus sur l'humain, si ce n'est de dire que tout salaud, quoi. La série le dit à un moment, toi aussi, t'es un rebut, tu te crois au-dessus des autres mais en fait, tu vaux pas mieux que les autres. Et le type qui est présenté comme le gentil, entre guillemets, entend ça pour lui, et il le dit lui-même pour le type en costard-cravate qui, lui, est une crapule. Donc, au final, tous pourris, quoi. Bon, merci, mais et après? Merci beaucoup. On va terminer avec une série dont on se demandait depuis un petit moment, qui s'appelle Slow Horses, et une série dont on se demandait comment en parler. Tout le monde ne l'avait pas vue, le temps de réfléchir, il y avait déjà une nouvelle saison. Bon, donc on avait une vraie réflexion de forme et un vrai désir d'en parler, parce que tous ceux et toutes celles qui l'ont vue la signalent comme une série importante et intéressante, et elle est sur Apple TV, et donc on s'est dit Benjamin Faux s'est proposé pour en faire une chronique donc sur Slow Horses. Benjamin, je te passe la parole. Oui, effectivement, c'était pour essayer de faire mentir aussi ma réputation de vieux ronchon qui n'aime jamais rien. Je vais essayer de vous donner envie de regarder Slow Horses, et je pense en effet qu'il y a deux genres de personnes dans le monde. Il y a ceux qui n'ont jamais regardé le moindre épisode de Slow Horses, et il y a ceux qui passent leur année à répéter à tout le monde autour d'eux qu'il faut absolument regarder Slow Horses. Alors c'est une série qui s'appelle, donc si on traduit mot à mot, ce qu'il faut jamais faire, ça s'appelle Chevaux lents. Ok, bon, qu'est-ce que ça veut dire, Chevaux lents? En fait, c'est l'adaptation d'une série de romans d'espionnage qui sont signés Mike Herod, qui sont publiés depuis 2010. En France, c'est dispo chez Actes Sud, ou en Babel Poche. Voilà, je le montre même le livre à la caméra parce que j'ai pas compris qu'on était dans un podcast audio. C'est une très belle couverture. Et ce sont des best-sellers en Grande-Bretagne. Et on comprend pourquoi, parce que l'essence de la série est déjà dans les bouquins. Et le titre français du premier volume s'appelle La Maison des Tocards. Tocard, c'est un peu la manière, un peu expéditive, mais pas totalement fausse, de traduire Slow Horses. Ces tocards, qu'est-ce que c'est? Ce sont des agents du MI5 qui se retrouvent mis à l'écart de l'agence de renseignement, littéralement mis au placard, dans un lieu qui s'appelle l'étable, sous la direction d'un certain Jackson Lamb, patron grossier, misanthrope, asocial, parfaitement odieux, envers parfaitement tout le monde. Et s'ils sont ainsi mis au placard, alors ça dépend, ça peut être à la suite d'une faute grave, ça peut être d'un mot plus haut que l'autre envers la mauvaise personne au mauvais moment, parce qu'ils savent quelque chose qu'ils ne devraient pas savoir, etc. Il y a plein d'histoires personnelles. Et dans les services secrets anglais, quand même, on est ravis de l'apprendre, quand on doit vous faire disparaître et oublier à tout jamais, on vous liquide pas, on vous transfère à l'étable sous la direction de ce Jackson Lamb, dont le nom signifie agneau d'ailleurs. Lamb. Le champ lexical en VO est respecté. Alors évidemment, c'est pas si simple parce que on le devine très vite, les tocards, ce ne sont pas vraiment des tocards. Et le destin, ou les scénaristes plutôt, les fait toujours se mettre au travers de la route des vrais espions. Parfois, leur hiérarchie les utilise comme de la chair à canon, et puis ça se passe pas comme prévu.
Parfois, il tombe sur une information passée inaperçue de tous et ça se passe pas comme prévu. Et à chaque saison, on a une nouvelle affaire bouclée sur la saison qui commence par un détail, un grain de sable dans un rouage et qui prend des proportions dantesques. Et également une histoire plus globale qui traverse toutes les 4 saisons, enfin, en tout cas les 4 saisons déjà sorties, et qui se précise de plus en plus avec le temps et qui concerne notamment le passé de Jackson Lamb en particulier. Donc c'est de l'espionnage, mais très loin des clichés à James Bond. La guerre froide, on est très très loin de la guerre froide. Il n'y a même plus de méchants à proprement parler, sinon le spectre le spectre sans visage du terrorisme international. Mais les adversaires à combattre, les plus dangereux dans Slow Horses, eh ben, ils viennent de la plus complète absurdité. Ce sont des erreurs du passé, ce sont des conflits hiérarchiques qui dégénèrent, ce sont les restes des guerres passées qui refusent de mourir en paix. C'est une vision très 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 noire de l'espionnage moderne, très anxiogène et absolument pas héroïque, mais racontée avec une gourmandise narrative et un sens du rythme remarquable. Parce que c'est l'une des qualités les plus évidentes de Slow Horses, c'est une série qui maintient l'attention comme peu de séries savent le faire. C'est un vrai feuilleton à rebondissement comme on les aimait dans un temps pas si lointain. C'est un art qui a tendance à disparaître dans les productions formatées par le streaming. Et ne cherchez plus, les meilleurs cliffhangers de fin d'épisode contemporains sont dans Slow Horses. Je vous mets au défi d'arrêter la série en cours, de résister à la tentation de regarder l'épisode suivant. Quitte à attendre une semaine, puisque je rappelle que la série est diffusée chaque automne sur Apple TV+, au rythme d'un épisode par semaine. Donc il faut parfois attendre une semaine à l'ancienne. Et en matière de rythme et de suspense, Slow Horses, ça frôle la perfection. Ensuite, il y a les personnages. Et là aussi, c'est une masterclass, comme disent les jeunes. Parce que Slow Horses, c'est une série chorale. Il y a certains personnages qui sont plus mis en avant que d'autres, mais tous sont immédiatement attachants. Tous les membres de l'équipe ont une personnalité, leur écriture propre, leurs défauts, leurs qualités, marquants, mémorables. On se prend tous à les aimer pareillement. Et attention d'ailleurs à ne pas trop vous attacher aux personnages, parce que la série a une tendance très Game of Thronesque à ne pas épargner, à ne pas les épargner, et puis par contre à réserver des grosses surprises aux spectateurs. Mais bref, en matière d'écriture chorale, en tout cas, Slow Horses, c'est une série à montrer dans toutes les écoles de scénaristes. Et puis enfin, il faut parler de Gary Oldman. Voilà, tête d'affiche, mais pas que, évidemment. Donc un habitué des rôles caméléons dans des blockbusters ciné comme Dracula, Harry Potter, Léon. Qu'est-ce qu'il était mauvais dans Léon, mon Dieu. Mais c'est une autre histoire. Et en Jackson Lamb, alors Jackson Lamb avec sa mauvaise humeur permanente, ses remarques odieuses continuelles, ses flatulences comme moyen de communication de base, allez comprendre, son goût immodéré pour l'alcool et la mauvaise bouffe chinoise, là je comprends mieux, mais surtout et également son incroyable compétence en matière d'espionnage, parce que c'est aussi un grand espion, même s'il n'utilise son savoir-faire qu'avec un maximum de parcimonie. C'est proprement le rôle de la vie de Gary Oldman pour moi. Je l'ai jamais vu meilleur que dans cette série. Donc j'espère au moins vous avoir donné envie de regarder un épisode ou deux de Slow Horses et faites-moi confiance, c'est le début d'une addiction. Merci beaucoup Benjamin. Non seulement une saison, mais peut-être pas simplement un épisode, mais toutes les saisons. Ça donne très très envie. Voilà, c'était le 19e numéro d'Intersaison. Merci à Audrey Fournier, merci à Benjamin Faux, merci à Benjamin Campion et merci à Gilles Verviche. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à vous.